Je voudrais juste vous poser une question. En fait, vous, en pratique, qu'est-ce que vous faites? Parce que ça nous arrive à tous. Le patient est diabétique, on fait un bilan hépatique. En général, on trouve une cytolyse. Bon, il est en surpoids, etc. Et on élimine, c'est ce qu'on fait en pratique, on élimine, enfin, ce qu'on fait en consultation, on élimine donc une cause secondaire, donc il n'est pas alcoolique, on fait les sérologies des hépatites, etc. Tout ça, c'est négatif. Mais vous, dans votre pratique quotidienne, comment vous faites une fois que vous dépassez ce stade? C'est pour vous. Alors, pour être franc, avant de préparer cette présentation, on ne faisait rien, comme tout le monde. On tombe sur la stéatose, on tombe sur la cytolyse hépatique, on se dit c'est une stéatose simple, on traite le diabète, on traite l'HTA, la dyslipidémie, on reste, c'est-à-dire on ne fait rien en pratique. Mais là, après, c'est l'intérêt de cette présentation, c'est d'être actif, d'agir, d'essayer de... Actuellement, les scores ils sont accessibles, donc on peut, en 2 minutes, on peut calculer le score et voir est-ce que notre patient fait partie des patients à haut risque, à risque intermédiaire ou bien à risque faible, et de là, soit le prendre en charge en tant qu'endocrinodiabéto, soit le confier à nos collègues hépatologues gastrologues. Y a-t-il des questions pour le... Je pense que Dr Tache va... Nous, dans notre expérience, donc effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le foie, maintenant, ça fait partie des organes dont on cherche la complication du diabète. Avant, pour nous, c'était rétine, rein. Maintenant, je pense qu'on est convaincu qu'il y a assez de retours, qu'il faut rajouter le foie parmi les complications dégénératives qu'il faudrait rechercher annuellement. Dans notre pratique, nous avons établi une collaboration avec le service de gastroentérologie parce que nous, finalement, endocrinologues, on est habitués à agir et comme vous l'avez montré, le traitement, la base du traitement reste les mesures génodiététiques, l'activité physique et la perte pondérale. Et nos patients, je dis, ils ne nous écoutent pas assez. Par contre, quand on les réfère un gastroentérologue et que le gastroentérologue le dit, il y a un problème hépatique, il faut prendre au sérieux votre foie et continuer à faire votre suivi et écouter ce que dit votre endocrinologue, je pense qu'il y aura mieux, finalement le patient va adhérer beaucoup plus à ce qu'on leur explique comme mesure génodiététique. Et dans ce sens, nous avons établi une consultation stéatose commune. En fait, elle n'est pas commune, mais quand on a nos patients, on les réfère, on connaît la consultation, qui est l'enseignant qui la gère. Et puis, il y a tout un circuit qui est fait. Une fois que le patient atterrit dans la consultation stéatose, les résidents redemandent tous les bilans, les sérologies, comme l'a dit le professeur Smaili, l'auto-immunité, et systématiquement score et fibroscan. Par la suite, le patient est évalué en gastroentérologie, c'est plus notre affaire. Moi, je dis, le diagnostic, c'est pas nous, c'est eux. Nous, après, c'est la prise en charge thérapeutique. Donc, une fois qu'eux posent l'indication oui ou non de la biopsie, tout en sachant, on ne pose pas assez souvent l'indication d'une biopsie hépatique. Parce que si on commence à biopsier tous nos patients diabétiques, ils sont tous à haut risque. La majorité, les 2/3 de nos patients en consultation sont à très haut risque. Est-ce qu'on va tous les biopsier? La réponse, je pense que nous en pratique, on ne le biopsie pas beaucoup. Mais l'impact de la collaboration avec le gastroentérologue, c'est que le patient revient convaincu de ce que vous avez dit dans votre consultation précédente et qui est adhérent aux toutes les mesures, parce que lui, il va lui dire, écoutez, votre perte pondérale et votre activité physique, c'est le seul médicament qui est maintenant efficace. Maintenant, on se rajoute, je pense, la liraglutide, qui est parmi les médicaments qui ont prouvé l'impact histologique. Parce qu'avant, c'était toujours l'impact sur la cytolyse, comme l'a dit Hicham, impact sur la cytolyse, sur l'insulino-résistance, mais on a eu beaucoup de médicaments, on agit sur tout ça, mais histologiquement, on est impuissant. Aucun impact sur le foie. La liraglutide, je pense, avec la pioglitazone, c'est les 2 médicaments qui ont un impact histologique chez nos patients diabétiques. Donc, moi, je dirais la parfaite collaboration, et je pense qu'il faut se mettre à table et leur dire, voilà notre côté diabétologique, dites-nous votre côté hépato. Parce que nous, avant, moi, je lui dis, biopsie, courrier, biopsie hépatique. Il me dit, je ne peux pas biopsier tous tes patients. Après, on s'est mis, on a établi un projet, et il y a un circuit bien rodé pour le patient et qui aboutit finalement à une meilleure prise en charge thérapeutique de ce patient. Donc revient maintenant la collaboration qui doit être établie, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. C'est une collaboration qui peut être établie là où on est, il n'y a aucun problème. Donc je passe la parole à la professeure Smaili.
Juste, je vous remercie pour le sujet parce que c'est important. Parce que finalement, quand la fibrose s'installe, on est frustré. On n'a pas d'arme pour lutter contre cette fibrose. Donc tout l'intérêt de prendre en charge le patient avant l'installation de la fibrose. Et donc ça, c'est fondamental. Deuxième question, on a beaucoup de patients qui ont une cholestase, qui ont des gamma-GT qui sont élevés. Et la pratique personnelle, mais l'attitude personnelle, c'est l'acide urso-désoxycholique. Donc c'est un acide biliaire qui permet de diminuer les gamma-GT, mais vraiment c'est une action spectaculaire. C'est la dose, on peut en parler, c'est 10 mg qui est le jour. On commence par une dose, ce n'est pas la dose de la CBP, de la cirrhose biliaire primitive, on commence par des petites doses, jusqu'à voir la dose minimale efficace pour normaliser les gamma-GT. Il y a un effet, bon, sûr, parce que ce n'est pas bien de laisser des gamma-GT élevés pour le foie, mais il n'y a aucun effet sur la fibrose. Donc tout l'intérêt d'agir sur les facteurs du syndrome métabolique avant l'installation de la fibrose. Maintenant, sur l'activité physique, mais en pratique, qu'est-ce que vous dites aux patients? Parce que je lui dis, oui, tu vas marcher, les recommandations sont 150 minutes par semaine. Comment les répartir? Est-ce que c'est une marche qui est continue? Est-ce qu'il y a une marche, une durée minimale de marche? Moi, on a lu que c'est 30 minutes sans arrêt. Quel est le rationnel dans cette attitude? Alors, pour l'activité... Deuxième, si tu permets, Hicham, c'est parce que c'est des questions pratiques. Et parfois, les patients, maintenant, ils lisent, ils viennent de dire, il y a le café. Ben, combien de tasses de café? Est-ce que vous me conseillez que je boive du café, c'est du café noir ou du café au lait? Et combien de tasses de café? Et quel est le rationnel aussi dans cette indication? Alors, je vais répondre à la première question. Pour le café, c'est vrai, il y avait quelques papilles qui parlaient de l'effet bénéfique du café. Donc, actuellement, ce n'est pas recommandé. Donc, le patient peut prendre autant de café qu'il veut, mais sans attendre un effet bénéfique au niveau hépatique. Pour la première question, concernant l'activité physique, ça dépend de l'âge du patient, ça dépend de ses conditions, de ses ressources, ça dépend des comorbidités, de ses traitements. Il y a énormément de choses qu'on peut inclure avant de proposer une activité physique. Mais d'une façon générale, c'est au moins 30 minutes par jour, sans rester au moins pas plus de 48 heures sans activité physique, et puis au moins 5 fois par semaine. D'accord? Ça, c'est d'une façon générale, mais au cas par cas, on peut... C'est pas toujours s'inscrire dans une salle, c'est pas toujours du vélo, c'est pas toujours de la marche, c'est pas toujours... Ça dépend de chaque patient. Donc, il y en a certains qui sont inscrits dans des salles, mais qui y vont jamais. Ils nous disent, je suis inscrit, mais j'y vais jamais. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut proposer à nos patients. Alors, juste pour rebondir par rapport aux traitements, les traitements donc, qui sont proposés, les glitazones ne sont pas commercialisés ici, et puis les agonistes du GLP-1 sont très très chers et ne sont pas remboursés par la mutuelle. Donc, c'est vrai, je pense qu'il faut une étroite collaboration entre, comme vous l'avez si bien dit, entre les services d'endocrino et les services de gastro. Donc, une question donc, de quelqu'un qui demande donc, l'avis des orateurs concernant le rôle de la PSK9 inhibiteur dans la prise en charge de la NASH. De la NASH. Non, là. Les hypolipédiants, PSK9. PCSK9, pardon. PS, c'est quoi? C'est pour les inhibiteurs, c'est pour diminuer le cholestérol. Non, c'est une nouvelle molécule. Oui, oui. Ah, ben pour l'instant, c'est des études. On n'a pas... C'est à toi la question, non? Celui qui a posé la question. Parce que... C'est Madame Safi, non? C'est une autre question. Alors, qui a posé la question? Parce que... Tu as une réponse? Moi non plus. C'est une classe thérapeutique qui est une nouvelle classe thérapeutique. Oui, c'est toujours en cours d'études. Dans la dyslipidémie. Oui, dans la dyslipidémie. Ah, pour la dyslipidémie? Oui. Ah, donc, pour l'instant, on n'a pas assez de recul là-dessus. Donc, Oui, une question, Madame Safi? Oui, je voulais poser une question concernant les paramètres du score. Lorsqu'on prend les paramètres du score et on prend nos patients diabétiques, on voit qu'on part déjà avec un score biaisé et avec une majoration du score. Nos patients diabétiques sont âgés, ont un BMI élevé, sont diabétiques, ont des taux de triglycérides élevés. Donc, ça, c'est la majorité, si ce n'est la moitié de nos patients diabétiques. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous reste comme paramètre? Le bilan hépatique, on le demande.
D'accord? Mais comme vous le dites, il peut revenir tout à fait normal. Qu'est-ce qui nous reste? L'albumine et le taux de plaquettes. Eh bien moi, si je trouve un taux d'albumine qui est bas ou un taux de plaquettes qui est bas, pour moi, c'est déjà quelque chose d'évolué. Donc, ce n'est pas la peine que je calcule le score, je l'enverrai peut-être directement, s'il n'y a pas de malnutrition, vers les pathologues. Donc, le score, c'est le patient diabétique. Je reste sur ma faim, d'accord? C'est biaisé. Je calcule, parce que lorsqu'on veut calculer le score, je vois taux de ferritine, albumine, taux de plaquettes. Pour moi, c'est des signes déjà de fibrose, de signes avancés. Donc, est-ce qu'on doit, chez nos patients diabétiques, faire systématiquement, dans le bilan de base, on fait bilan hépatique maintenant, au lieu d'ajouter TGO, TGP, on doit ajouter les gamma-GT de façon systématique pour nos patients diabétiques. Donc, ça doit rentrer dans nos recommandations. Et puis, maintenant, pour l'albumine et le taux de plaquettes, la NFS, c'est la question qui se pose. Merci. Alors, je crois que, je l'ai dit au début, ça a été dit par mon ami Hanan, c'est une pathologie qui est sous-estimée. Et malheureusement, juste le fait d'être diabétique, d'être obèse, d'avoir un taux de triglycérides élevé, ça permet de classer le patient c'est-à-dire avoir des scores élevés. Et c'est ça l'intérêt de ces scores qui ont été validés. C'est des scores qui ont été validés. Nous, dans notre pratique, on banalise les choses. On se dit, c'est un diabétique, c'est une stéatose simple, donc c'est pas la peine de... C'est ça l'intérêt de cette thématique, c'est de vous pousser à calculer ces scores et de se rendre compte qu'on agit d'une façon un peu tardive. Donc, comme vous l'avez bien dit, il faut faire ça au début, dès le diagnostic, faire le bilan nécessaire, rechercher la stéatose, calculer les scores et voir est-ce que c'est un patient à faible risque, à moyen ou bien à très haut risque. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a... C'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt des scores. Il y a une vingtaine de scores. Il n'y a pas seulement les scores qui sont validés, FIB4, il y a une vingtaine de scores. Et les deux scores qui sont validés, heureusement qu'ils sont gratuits. Je ne sais pas pourquoi on ne pas les faire. Et c'est tout l'intérêt de dépister ces patients à un stade où la fibrose n'est pas avancée. Et donc, si j'ai des scores qui sont gratuits, je vais de toute façon demander ces bilans. Et je fais un score, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une zone grise, c'est un tiers des patients où on n'arrive pas, où c'est biaisé. Je suis tout à fait d'accord. Mais pourquoi la finalité, c'est de ne pas biopsier tout le monde et de faire le diagnostic d'une fibrose à temps et d'une fibrose F0 qui a tout le temps, on a tout le temps pour agir pour que cette fibrose ne progresse pas. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire, c'est de calculer ces scores de façon systématique. Donc, ces scores, parce que c'est quelques minutes. Le FibroScan. Le FibroScan, c'est le résident première année, c'est la première des choses que fait les résidents. Vous savez, aux États-Unis, c'est des techniciens qui font le FibroScan. Et je dis aussi aux résidents, n'interprétez jamais une valeur. Vous faites le FibroScan et laissez l'interprétation aux seniors. Pourquoi? Parce que justement, il faut l'inclure. Il ne faut pas prendre, parce qu'une fois, ils ont trouvé une valeur qui est à 11 kPa et dans la conclusion, cirrhose. Ben non, aussi le FibroScan peut être biaisé par la cytolyse. Plus la cytolyse est élevée, plus la valeur du FibroScan peut être élevée sans pour autant que ce soit une fibrose avancée. Et donc, tous ces marqueurs non invasifs pour diminuer le recours à la biopsie hépatique, qui, s'il le faut, il faut la faire, mais qui est quand même invasive. Maintenant, invasive, il faut la nuancer, parce que Dieu sait que si on respecte les recommandations et on respecte aussi les contre-indications, le taux de complications, c'est vraiment, je peux vous dire, c'est les complications graves, c'est 0. De complications minimes, c'est douleur au point de ponction et c'est tout. Et donc même la biopsie, s'il faut la faire, il faut la faire. Et on ne la fait pas à l'aveugle comme on a commencé il y a une quinzaine d'années. On faisait des biopsies à l'aveugle. Maintenant, c'est des biopsies éco-guidées. Et voilà. Et donc l'intérêt de ces scores, c'est de diminuer le recours aux biopsies. Et bien sûr, il faut les nuancer et interpréter les scores et le FibroScan en fonction du contexte global du patient. Moi, j'ai une question par rapport à Moulay, par rapport à votre expérience. Depuis quand vous avez commencé? Ça fait 2 ans. Et depuis que vous avez commencé, c'est quoi? Est-ce que vous avez des résultats? Est-ce que vous avez l'impression que cette pathologie est sous-estimée avec des scores élevés? Et ça pourrait ça pourrait répondre à la question de professeur Safi.
les résultats préliminaires ont été présentés hier. Il y a quand même, je pense, 15% de fibrose sur les scores. 15% de fibrose avancée sur 275 patients. Maintenant, parfois, on propose la biopsie aux patients, ils refusent, ils ont le droit de refuser. Qu'est-ce que je dis aux patients? Là où vous devez... J'ai eu une patiente, vraiment, il y avait des scores élevés, avec une indication à faire une biopsie. Elle était réticente, donc on a commencé, elle avait une cholestase importante, avec les mesures d'hygiène, en collaboration avec l'endocrinologue, la normalisation du bilan hépatique. Elle a eu une cholécystite, elle était dans une autre ville, et je lui ai dit, le chirurgien qui vous opère, dites-lui de faire une biopsie, biopsie péropératoire. Ben, le chirurgien a dit, il n'y a pas d'indication à faire une biopsie opératoire. Et donc, rebolote, et puis augmentation, récidive, et puis maintenant, là, il faut qu'on fasse une biopsie hépatique. Donc, la proportion pour laquelle il y avait 3 ou 4 patients chez qui on a fait une biopsie hépatique, vraiment, nous aussi, on fait la biopsie, sauf s'il est indiqué, quand on suspecte une fibrose avancée chez un patient. Mais au moins, vous avez une idée sur la proportion des... Oui, l'idée, voilà, 15% des patients, et chez qui, voilà, c'est une minorité chez qui on fait une biopsie hépatique. On s'est même posé à un certain moment, parce que quand on voit les résultats que vous avez exposés de point de vue endocrino et gastro, on va se poser la question, parce que j'avais posé il y a 3 ans comme question, quel est finalement l'impact thérapeutique de la biopsie hépatique? On a biopsié ce patient, mais finalement, sur le plan thérapeutique, à part l'avènement de la liraglutide, on a eu quand même la première publication il y a 2 ans montrant l'effet de la liraglutide sur le foie. Avant, on était sur notre fin. Qu'on le biopsie ou qu'on ne le biopsie pas, finalement, sur le plan thérapeutique, c'est mesures gynédététiques. Ça ne change pas grand-chose. Alors, quand j'ai posé la question au gastro, alors la réponse, c'était quand vous allez faire une biopsie, parce que vous êtes convaincu que vous êtes assez avancé pour ce patient, il y a un risque élevé qu'il soit au stade de fibrose, c'est que vous allez le convaincre beaucoup plus rapidement, et le risque, c'est un patient qui peut passer un carcinome hépatocellulaire. Donc là, les mesures gynédététiques vont être plus, on va dire, plus convaincants pour votre patient, parce que c'est ça l'intérêt. La biopsie, finalement, que le patient refuse ou qu'il accepte, les mesures gynédététiques sont les mêmes, tout en insistant sur le fait, attention à la perte pondérale. On voit beaucoup de personnes qui prescrivent des régimes comme ça, drastiques, qui sont plus prescrits depuis plusieurs années, pour une baisse pondérale très rapide. Alors on sait maintenant que la baisse pondérale rapide aggrave les lésions histologiques de la NASH. Chose que voilà, ces personnes-là, qui ne sont pas des endocrinologues, je pense, et qui prescrivent beaucoup plus ces mesures hygiéno-diététiques qui sont très, très, très sévères et qui aboutissent à une perte pondérale très rapide en une période de temps qui est très rapide. Donc voilà, finalement, c'est la collaboration. Moi, je dis, s'il y a quelque chose d'important à retenir, c'est que nous, endocrinologues, on demande un bilan hépatique, une échographie. Sûrement, plus que la moitié de nos patients auront une stéatose hépatique. Présence d'une stéatose hépatique à l'échographie justifie une consultation de gastroentérologie. C'est ce qu'on fait en néphro, microalbuminurie, fonction rénale. Il y a une atteinte rénale débutante, ça justifie un pied dans une consultation de néphrologie. Je pense que c'est ça là. C'est vrai que la prise en charge est difficile, la collaboration est difficile, mais au moins que nous, on aurait dépisté. Et après, le gastroentérologue va stadifier le patient et dire oui, il n'y a pas de fibrose. Je pense que c'est la chose la plus facile pour l'endocrinologue. Donc une dernière question, docteur Andy. Alors moi, je voulais poser la question à propos des selles biliaires, parce que vous n'en avez pas parlé au début, mais le professeur Ismaili en a parlé un petit peu. Et puis je suis étonnée que tu dises qu'on ne s'intéresse pas à ça. Ça fait plus de 15 ans qu'on s'y intéresse. On a même fait une journée du club il y a plus de 15 ans à l'Amphitrite où on a invité tous les gastroentérologues et on a fait venir un éminent hépatologue français. Et d'ailleurs, l'équipe de Poinard travaillait avec un laboratoire et un hépatologue à Rabat il y a plus de 15 ans sur les fibrotests au départ, Fibromax, etc. Ils avaient sollicité des endocrinologues, en tout cas à Rabat. Je ne sais pas si dans les autres villes ça s'est fait. Et donc, on a beaucoup travaillé sur ça. Et maintenant, le problème, c'est que quand on envoie les patients aux gastroentérologues, ils leur donnent les selles biliaires et il n'y a rien d'autre. Et c'est pour ça que on collabore, mais les résultats
On ne les voit pas, il n'y a pas de thérapeutique. Bon, maintenant, il paraît qu'il y a un médicament en phase 3 spécifique de la stéatose. Je ne sais pas si les résultats seront satisfaisants ou non. Mais bon, ça fait plus de 15 ans qu'on essaye de les prendre en charge. Je suis étonnée que tu dises qu'on les prend pas. Moi, j'ai parlé d'une façon générale. Il n'y a pas que Rabat, Casa et Marrakech. Il y a d'autres villes, il y a d'autres praticiens qui ne le font pas. Il faut être franc. Il y a des praticiens qui ne le font pas. Donc, c'est l'occasion ou jamais pour insister sur cette pathologie et faire le bilan nécessaire initial. D'accord, donc je pense qu'on va arrêter, pour être resté dans les temps, on va arrêter. Donc merci beaucoup aux orateurs.